cette année, tu n'auras pas de place à table, a déclaré ma mère en faisant glisser les nouvelles clés de voiture de mon frère sur la table du dîner de Thanksgiving. Tout cela parce que j'avais refusé de couvrir ces 60 000 $ de dettes d'études. J'ai simplement souri, posé ma fourchette et suis sorti. Le lendemain matin, ils se sont réveillés avec un garage verrouillé et un avis de saisie. Et là, ça m'a frappé, je n'aurais jamais pensé que mes parents pouvaient être aussi égoïstes, pas à ce point-là. Bien sûr, ils avaient toujours favorisé ma sœur, Claire, et gâté mon jeune frère, Ethan, mais je ne pensais pas qu'ils me mettraient dans une telle situation. Pas à Thanksgiving, et certainement pas devant toute la famille. Le dîner battait son plein. La table était chargée d'une dinde parfaitement rôtie, de purée de pommes de terre au beurre et de sauce au canneberge qui présentait encore les légères stries de la boîte. Ma mère avait mis le paquet, comme d'habitude. Chaque détail criait « vacances familiales parfaites ». J'aurais dû m'en douter. À mi-repas, juste au moment où mon oncle Mike racontait une longue histoire sur son voyage de pêche, ma mère s'est éclaircie la gorge. Elle a plongé dans sa poche et en a sorti un jeu de clés de voiture brillante. Je l'ai regardé jeter un coup d'œil à Ethan, qui essayait tant bien que mal de couper une tranche de dinde trop sèche. Pour notre fils, a-t-elle dit, tenant les clés pour que tout le monde puisse les voir, le métal poli captant la douce lueur du lustre. Celui qui a un bel avenir devant lui. Ethan leva les yeux, sa fourchette flottant maladroitement dans les airs. Ma sœur, Claire, s'est penchée en arrière sur sa chaise, déjà en train de sourire narquoisement. Mon père a rempli son verre de vin, soudain très concentré sur l'étiquette de la bouteille. J'ai senti les yeux de la moitié des personnes à table se tourner vers moi, la comparaison implicite flottait dans l'air. Ma mère a posé les clés devant Ethan, dont le visage est devenu rouge écarlate. Il m'a regardé, visiblement mal à l'aise. Il n'avait pas demandé ça. Je le savais. Il a 20 ans, un étudiant qui essaie simplement de comprendre la vie. Il n'est pas le problème. Mais ma mère n'avait pas fini. Tu n'auras pas de place à table cette année, a-t-elle dit, le ton vif et délibéré. Pas après avoir refusé d'aider ton frère. Un silence de mort s'est installé dans la pièce. Le seul son était le léger cliquetis de la fourchette de mon oncle lorsqu'elle a heurté son assiette. J'ai senti le sang monter à mon visage. Je n'avais pas besoin de demander ce qu'elle voulait dire. Quelques mois auparavant, mes parents avaient mentionné sans ménagement qu'ils s'attendaient à ce que je couvre les 60 000 $ de dettes d'études d'Ethan. Juste parce que j'avais un emploi stable, que j'avais remboursé mes propres prêts et que j'avais acheté ma première maison. Juste parce que j'avais enfin réussi à sortir du bourbier financier de la vingtaine. Lorsque je leur ai dit non et que je ne pouvais pas et que je ne prendrais pas en charge ce fardeau, ma mère était devenue froide. Mon père avait marmonné quelque chose sur la loyauté familiale, et ma sœur avait simplement souri narquoisement, comme si elle regardait un feuilleton se dérouler. Mais ça, c'était un nouveau point bas. Le visage d'Ethan était devenu d'un rose douloureux. Je pouvais voir la panique dans ses yeux. Il n'avait rien demandé de tout cela. Mon père gardait les yeux rivés sur son assiette, tournant son vin comme si la réponse pouvait être cachée dans le verre. Claire a simplement croisé les bras, profitant clairement du spectacle. J'ai jeté un coup d'œil autour de la table. Ma tante Linda s'est déplacée mal à l'aise. Mon cousin, Sam, m'a lancé un regard compatissant. Mon grand-père a simplement secoué la tête lentement, la déception gravée sur son visage. L'oncle Mike, toujours la voix la plus forte de la pièce, a finalement brisé le silence. « Attendez une minute », a-t-il dit en posant sa fourchette avec fracas. « Ce n'est pas juste. Jacques n'est pas responsable des dettes des autres. » Ma mère lui a lancé un regard méprisant, les yeux se rétrécissant alors qu'elle se préparait à répliquer. « La famille est censée se soutenir mutuellement », a-t-elle dit, la voix se resserrant. « C'est de ça qu'il s'agit. » J'ai senti la chaleur monter dans ma poitrine, celle qui fait battre votre pouls dans vos oreilles. J'ai reculé ma chaise lentement, les pieds raclant le parquet ciré. J'ai regardé Ethan, lui ai fait un petit signe de tête juste assez pour lui faire savoir que ce n'était pas sa faute puis me suis retourné et suis sorti de la pièce. Je n'ai pas claqué la porte, je n'ai rien dit. Je suis juste parti. L'air froid de novembre m'a frappé lorsque je suis sorti, ma respiration s'échappant en nuages pointus et en colère. Cette nuit-là, j'ai à peine dormi. J'ai continué à revivre le moment encore et encore, chaque rediffusion me rendait plus en colère. J'ai pensé à toutes les années où j'avais mis ma famille en premier, tous les sacrifices, les nuits tardives, les fêtes manquées à cause du travail et c'est ainsi qu'ils m'ont remboursé?
en essayant de me couvrir publiquement de honte pour payer une facture de 60 000 $? Le lendemain matin, j'en avais fini d'être leur filet de sécurité. J'ai passé quelques appels, tiré quelques ficelles, et au moment où mes parents se sont réveillés, leur monde avait commencé à se défaire. La porte du garage ne bougeait pas, un avis épais, d'apparence officielle, était collé dessus en lettres rouges vives, bien saisies. Ils ne se sont même pas rendus compte que leur assurance automobile avait été gelée jusqu'à ce que ma mère essaie d'appeler la concession en panique. Je pouvais imaginer la scène dans ma tête, ma mère en robe de chambre, debout dans le garage froid, son téléphone collé à son oreille, essayant de comprendre le chaos, mon père, encore à moitié endormi, manipulant la télécommande, essayant de faire bouger la porte, et la voix confuse et irritée de Claire en arrière-plan. Ce n'était que le début. Je m'attendais à ce que les appels téléphoniques commencent tôt, mais il a fallu attendre un peu plus de midi pour que le numéro de ma mère s'allume sur mon écran. Je l'ai laissé sonner. Elle a rappelé, puis mon père, l'un après l'autre, chaque appel était plus court et plus en colère que le précédent. J'ai finalement décroché à la 5e tentative, plus par curiosité que par autre chose. « Jacques, que se passe-t-il » a lancé ma mère, la voix forte et tendue. « Pourquoi notre garage est-il verrouillé? Pourquoi nos comptes sont-ils gelés? Est-ce une sorte de mauvaise blague ?» Je me suis penché en arrière, étirant mes jambes sur mon petit canapé d'occasion, ressentant la satisfaction tranquille d'un plan bien élaboré qui se déroulait. « Ce n'est pas une blague, maman. C'est du business. » Elle a bégayé, prise au dépourvu. « Du business? Ta famille? Tu ne peux pas simplement. » Je l'ai interrompu. Drôle, je pensais que la famille signifiait le respect mutuel, pas essayer d'humilier publiquement votre fils devant tout le monde. Ne pas me traiter comme un distributeur automatique juste parce que j'ai réussi à me débrouiller. Il y a eu une longue pause. Je pouvais entendre mon père en arrière-plan, ses questions confuses et étouffées ne faisant qu'ajouter au chaos de leur côté. Ma mère, toujours la maniaque du contrôle, a dû lui faire signe de se taire, car elle est revenue au téléphone un instant plus tard, la voix plus tendue mais un peu plus maîtrisée. « Jacques, ce n'est pas la façon de faire les choses. Tu es allé trop loin. » J'ai failli rire. Trop loin. Après des années à me plier en quatre pour eux, après ce coup de Thanksgiving, c'est ce qu'elle considérait comme aller trop loin. J'ai pris une profonde inspiration, forçant mon ton à rester égal. « Maman, tu voulais me donner une leçon au dîner, n'est-ce pas? À propos de la loyauté et du soutien. Eh bien, considère ceci comme ma leçon pour toi, les actions ont des conséquences. » J'ai raccroché avant qu'elle ne puisse répondre. Au cours des jours suivants, les retombées se sont répandues. Ils ont découvert que l'assurance automobile, toujours inscrite sur leur compte d'entreprise conjoint, avait été suspendue en raison d'un audit soudain et inexpliqué. J'ai peut-être eu un rôle à jouer là-dedans, en m'appuyant sur un ami dans l'industrie. Le verrouillage du garage était une touche plus personnelle, un rappel que j'avais encore quelques cartes à jouer. Le chat familial a explosé. Ma tante Linda, qui avait toujours été l'observatrice silencieuse, a finalement pété les plombs, appelant ma mère à l'ordre pour avoir essayé d'humilier publiquement son propre fils. L'oncle Mike a ajouté de l'huile sur le feu, soulignant que si quelqu'un avait besoin d'une remise en question, c'était bien mes parents. Au milieu du chaos, mes grands-parents ont pris contact. J'ai toujours été proche d'eux, le genre de lien qui ne fait que se renforcer lorsque vous passez de longs étés dans leur vieille ferme, en apprenant à conduire un tracteur ancien et en écoutant les histoires de votre grand-père sur le bon vieux temps. La voix de ma grand-mère était douce mais ferme lorsqu'elle m'a appelé. « Jacques, mon chéri, ta mère a fait un scandale dans la famille, disant que tu étais devenu incontrôlable. Mais j'ai entendu ce qui s'est réellement passé. Ne les laisse pas te faire du chantage. Tu fais ce qu'il faut. » Mon grand-père, le genre de personne calme et stable, n'a pas dit grand-chose lorsqu'il a décroché, « Justin, fier de toi, fils, grave et rauque. » Ces quelques mots, venant de lui, signifiaient plus que 1000 excuses de mes parents ne pourraient jamais le faire. En raccrochant, j'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et d'anticipation. Je savais que mes parents ne reculeraient pas, je savais que la tempête ne faisait que commencer. Mais, pour la première fois depuis longtemps, j'avais l'impression d'avoir pied, et j'avais quelques autres coups à jouer. Les appels de mes parents se sont espacés après cette première journée chaotique, mais je les connaissais trop bien pour croire qu'ils avaient reculé silencieusement. Je pouvais imaginer ma mère marchant dans le salon, son téléphone serré dans une main, ses ongles parfaitement manucurés s'enfonçant dans la coudoir en cuir pendant qu'elle planifiait son prochain coup. Mon père, quant à lui, se tiendrait près de la cheminée,
tournant son vin comme un méchant de film Mossad, essayant de comprendre où il avait perdu le contrôle. Il n'a pas fallu longtemps pour que leur représailles arrive. Je suis rentré du travail quelques jours plus tard pour trouver ma porte d'entrée grande ouverte. Mon cœur s'est affaissé. Je me suis précipité à l'intérieur, mon esprit se projetant sur les pires scénarios, mais il ne manquait rien. Au lieu de cela, tout avait simplement été déplacé. Mes livres, habituellement rangés proprement sur mes étagères, étaient empilés de manière désordonnée. Les photos encadrées sur ma cheminée étaient retournées. Les tiroirs de mon bureau étaient sortis, leur contenu déversé sur le sol, comme si quelqu'un avait cherché quelque chose. J'ai trouvé mes placards de cuisine ouverts, mes assiettes et mes tasses empilées négligemment sur le comptoir. Mais c'est la note sur mon réfrigérateur qui m'a glacé le sang, la famille s'occupe les uns des autres. Tu finiras par comprendre. Aucune signature, mais je n'en avais pas besoin. J'ai attrapé mon téléphone, les mains tremblant d'un mélange de colère et d'incrédulité, et j'ai composé le numéro de mes parents. Ma mère a décroché au deuxième coup de sonnette, sa voix calme, presque amusée. « Jacques, chéri, a-t-elle dit, étirant chaque mot. Je vois que tu es rentré. » J'ai senti ma mâchoire se tendre. « Qu'est-ce que vous avez fait chez moi ? » « Oh, ne sois pas si dramatique, a-t-elle répondu, semblant presque ennuyée. « C'est juste un rappel que tu fais toujours partie de cette famille, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas simplement nous couper sans conséquence. » J'ai fermé les yeux, m'appuyant contre le mur, me forçant à respirer. Je voulais lui crier dessus, laisser des années de frustration contenue jaillir, mais je savais mieux. Elle se délectait de ce genre de chaos. « Entrer par effraction dans ma maison est un crime, ai-je dit, la voix basse, à peine maîtrisée. » Elle a laissé échapper un petit rire moqueur. « Ne sois pas si dramatique, Jacques. Nous avions juste besoin de te rappeler d'où tu viens. » J'ai raccroché, l'esprit qui tourbillonnait. Elle avait franchi une ligne et une grosse. J'ai passé les quelques heures suivantes à remettre les choses en ordre, essayant de calmer mes nerfs, mais la rage pesait lourdement sur ma poitrine, un poids froid et aigu qui refusait de se dissiper. Puis, juste au moment où j'allais passer la nuit, ma sonnette a sonné. Je me suis figé, mon esprit sautant immédiatement au pire. Mais lorsque j'ai ouvert la porte, ce n'étaient pas mes parents qui se tenaient là. C'était Ethan. Il avait l'air pâle, les yeux se déplaçant nerveusement alors qu'il entrait, jetant des coups d'œil par-dessus son épaule comme s'il s'attendait à ce que quelqu'un le suive. « Jacques, j'ai besoin de te parler, » a-t-il dit rapidement, la voix tremblante. « Maman et papa, ils préparent quelque chose d'autre. Quelque chose de pire. » J'ai fermé la porte derrière lui, mon esprit qui tourbillonnait. J'étais prêt pour une bagarre, mais ça commençait à ressembler à une guerre. Ethan se tenait dans mon salon, les mains enfouies profondément dans les poches de son sweat à capuche, les yeux se déplaçant nerveusement comme s'il s'attendait à ce que mes parents fassent irruption à tout moment. Je lui ai fait signe de s'asseoir, mais il s'est simplement appuyé contre la coudoir de mon canapé, son pied tapant anxieusement sur le plancher de bois franc. « Ils ont perdu la tête, Jacques, » a-t-il dit, la voix basse, les mots jaillissant comme s'il les avait retenus trop longtemps. « Maman est sur la voie de la guerre depuis Thanksgiving. Elle parle de te couper complètement. Elle a même mentionné la vente de la vieille maison de grand-mère, celle qu'elle t'avait promise. » Mon estomac s'est serré. Cette maison n'était pas qu'un bien immobilier, c'était là que j'avais passé mes étés d'enfance, où mes grands-parents m'avaient appris le travail acharné et la loyauté, où j'avais appris à conduire pour la première fois, les mains tremblantes tandis que mon grand-père me coachait calmement depuis le siège passager. Elle était censée être mon héritage, un morceau de l'histoire de notre famille. J'ai pris une lente inspiration, essayant de me calmer. « Pourquoi me dire ça, Ethan ? Tu n'es pas exactement sur leur liste noire. » Il a baissé les yeux, les épaules affaissées. « Parce que ce n'est pas juste. Tu as tellement fait pour eux, pour nous tous. Tu t'es débrouillé seul à l'université, tu n'as jamais rien demandé, et maintenant ils essaient de te transformer en méchant parce que tu as fixé une limite. » J'ai ressenti une lueur de quelque chose comme de la fierté mêlée à une colère profonde et bouillonnante. Je ne m'attendais pas à ce qu'Ethan prenne mon parti, pas après la façon dont nos parents nous avaient opposés les uns aux autres. « Qu'ont-ils dit d'autre » ai-je demandé, la voix tendue. Ethan a hésité, se frottant les mains, luttant clairement avec ceux qui allaient suivre. « Ils ont parlé de te ramener dans l'entreprise familiale, que tu le veuilles ou non. Maman a dit, si tu ne joues pas le jeu, ils feront en sorte que tu n'aies pas le choix. Elle a même parlé de couper tes contacts commerciaux,
en utilisant leur relation pour te faire exclure. J'ai senti mon pouce accélérer. Ce n'était plus qu'une dispute familiale, c'était une attaque à grande échelle. Ils sont vraiment aussi désespérés, ai-je demandé, la voix teintée d'incrédulité. Ethan m'a regardé dans les yeux, un mélange de culpabilité et de peur traversant son visage. Il ne voit pas ça comme de la désespérance. Il voit ça comme une leçon. Il pense que tu es ingrat, que tu leur dois pour t'avoir élevé. Un rire amer m'a échappé avant que je puisse m'arrêter. L'audace. Après tout ce que j'avais fait pour me débrouiller seul, ils me voyaient toujours comme une pièce sur leur échiquier, quelque chose à contrôler et à manipuler. Les yeux d'Ethan sont retombés au sol, son pied continuant à taper. Je pensais juste que tu devais le savoir. Je ne veux pas faire partie de ça. Je n'ai pas demandé la voiture, et je n'ai certainement pas demandé à être utilisé comme pion dans leur jeu. Je me suis penché, lui tapant sur l'épaule. Je sais, mec. J'apprécie que tu me l'aies dit. Il m'a fait un petit signe de tête hésitant avant de se diriger vers la porte. Juste avant de sortir, il s'est arrêté, se retournant pour me regarder. Jack, fais attention. Il ne joue plus franc jeu. Alors que la porte se refermait derrière lui, je me suis affaissé sur mon canapé, le poids de ses paroles s'installant sur moi. J'avais sous-estimé jusqu'où mes parents étaient prêts à aller. Je pensais que le coût du garage et l'effraction chez moi étaient des mouvements désespérés, mais ça c'était quelque chose d'autre. S'ils voulaient jouer sale, très bien. Je pouvais faire de même. J'ai pris mon téléphone, faisant défiler mes contacts jusqu'à ce que je trouve le numéro de mon avocat. Il était temps d'enlever les gants. J'ai passé les quelques jours suivants à me préparer, me déplaçant comme un homme possédé. Si mes parents voulaient une guerre, je leur en donnerais une, mais à mes conditions. Ils pensaient pouvoir me faire céder à la pression, me coincer pour que je redevienne le fils obéissant, mais ils n'avaient aucune idée jusqu'où j'étais prêt à aller pour protéger la vie que j'avais construite. Tout d'abord, j'ai verrouillé mon entreprise. J'ai contacté mes principaux clients, déplaçant discrètement les contrats et les informations sensibles vers une SARL séparée, intouchable, que j'avais créée il y a des années pour ce genre d'urgence. J'ai coupé mes parents de chaque lien professionnel qu'ils auraient pu essayer d'empoisonner, rompant les liens avant même qu'ils n'aient la chance de faire leur coup. Ensuite, j'ai tourné mon attention vers l'entreprise familiale, la source de leur pouvoir financier. Mon père avait toujours été le visage, mais c'est mon grand-père qui l'avait réellement construite, brique par brique, des décennies avant même que mes parents n'entrent en scène. Ce que ma mère avait commodément oublié dans sa fureur, c'est que mon grand-père n'avait jamais vraiment fait confiance à personne d'autre que moi pour gérer les finances. J'ai rencontré mon grand-père dans son restaurant préféré, celui au siège en vinyle craquelé et au bacon gras dont il jurait qu'il gardait son cœur fort. Il attendait déjà, une tasse de café noir à la main, ses yeux perçants me suivant alors que je glissais dans la cabine en face de lui. « Jacques » a-t-il dit, la voix basse et rauque à force d'avoir fumé des cigarettes. « J'ai entendu dire que ta mère créait des problèmes. » J'ai hoché la tête, ne prenant pas la peine de masquer les choses. Elle est entrée par effraction chez moi, a trafiqué mes affaires, et maintenant elle parle de me couper complètement de l'entreprise familiale. Elle menace même de vendre ta vieille maison, celle que tu m'as promise. Il a soupiré, ses mains coriaces se resserrant autour de sa tasse. Je m'attendais à ce que ça arrive. Elle a toujours été un peu trop contrôlante pour son propre bien. Je me suis penché, ma voix baissant. Grand-père, j'ai besoin de ton aide. Je ne peux pas les laisser prendre tout ce pour quoi j'ai travaillé. Je ne les laisserai pas me transformer en pion dans leur jeu. Il s'est penché en arrière, m'étudiant pendant un long moment, les rides autour de ses yeux se creusant tandis qu'un petit sourire d'approbation se glissait sur son visage. Je me demandais quand tu finirais par leur tenir tête. Ça a pris du temps. Nous avons passé l'heure suivante à élaborer un plan, sa voix était stable tandis qu'il exposait les détails. Au moment où nous avons quitté le restaurant, j'avais le soutien total du patriarche de la famille derrière moi. Ma grand-mère avait déjà discrètement transféré l'acte de sa vieille maison à mon nom, excluant complètement mes parents. De retour dans ma voiture, j'ai passé un dernier appel à mon avocat. Je lui ai fait rédiger une ordonnance restrictive, précisant clairement que toute autre forme de harcèlement de la part de mes parents les mènerait devant les tribunaux. Le lendemain matin, j'ai envoyé les papiers à leur domicile. Je pouvais imaginer le visage de ma mère lorsqu'elle ouvrirait la grosse enveloppe, ses doigts tremblants alors qu'elle réalisait à quel point elle s'était trompée. Juste au moment où je déposais l'enveloppe dans ma boîte aux lettres, mon téléphone a vibré.
C'était un texto d'Ethan, merci de t'être défendu, Jacques. Je suis avec toi là-dessus. Je m'occuperai de maman et papa. Je me suis appuyé contre ma voiture, l'air froid du matin vive dans mes poumons, un étrange calme s'installant sur moi. Mon frère, la seule personne dans ce gâchis qui n'avait jamais demandé une seule fois d'argent, avait enfin trouvé sa voie. C'était comme la première vraie victoire dans tout ce jeu tordu. Je me suis retourné pour rentrer à l'intérieur, un petit sourire satisfait se dessinant sur mes lèvres. Mes parents avaient joué leurs cartes, mais ils ne s'étaient pas attendus à ce que je retourne toute la table contre eux. C'était presque fini. Il a fallu quelques jours, mais les retombées ont finalement frappé. Mes parents, qui avaient toujours contrôlé le récit de notre famille, se sont soudain retrouvés à l'extérieur à regarder. Je n'avais pas eu de leurs nouvelles directement depuis que j'avais envoyé les documents juridiques, mais j'ai entendu les chuchotements à travers la rumeur familiale. Ma tante Linda m'a dit que ma mère avait appelé tous les membres de la famille, essayant de rallier les soutiens, mais la plupart d'entre eux avaient déjà pris leur décision. Puis, un matin, j'ai reçu un texto d'Ethan, grand-mère et grand-père veulent que tu viennes. C'est important. Le message était court, mais je pouvais sentir le poids qui le sous-tendait. Je me suis rendu plus tard dans la soirée sur la longue allée de gravier de mes grands-parents, le craquement des pierres sous mes pneus étant à la fois réconfortant et inquiétant. Leur vieille maison, celle qui est maintenant à mon nom, se dressait contre le ciel qui s'assombrissait, les fenêtres brillant d'une lumière jaune chaude. C'était comme rentrer dans mon enfance, dans un monde à la fois familier et irrévocablement changé. À l'intérieur, j'ai trouvé mes grands-parents dans le salon, assis l'un près de l'autre sur leur canapé usé. Mon grand-père avait une pile de grosses chemises en papier sur la table basse, ses lunettes de lecture perchées bas sur son nez. Ma grand-mère m'a adressé un sourire serré et entendu, les yeux un peu humides, ses mains fragiles croisées sur ses genoux. Ethan était assis à proximité, la tête baissée, les doigts tapant nerveusement contre son genou. Mon grand-père a levé les yeux à mon entrée, ses yeux gris perçants se fixant sur les miens. Il a posé les chemises lentement, retirant ses lunettes. « Assieds-toi, Jacques. » J'ai pris le fauteuil en face d'eux, le même vieux fauteuil grinçant dans lequel j'avais l'habitude de me blottir étant enfant, écoutant les histoires de mon grand-père sur l'entreprise familiale et les sacrifices qu'il avait faits pour la construire. Je me suis penché en avant, les coudes posés sur mes genoux, mon cœur battant un peu plus vite que d'habitude. « Jacques », a commencé ma grand-mère, la voix stable mais teintée d'une profonde tristesse indicible. « Nous avons pris des décisions difficiles. » Mon grand-père s'est éclairci la gorge, les mains serrées l'une contre l'autre. « Tes parents ont oublié ce que représente cette famille. Ils ont franchi des lignes que je n'aurais jamais cru qu'ils franchiraient, et je ne peux pas les laisser déchirer davantage cette famille. » Il a fait une pause, sa mâchoire se tendant, les profondes rides autour de sa bouche devenant plus prononcées. « Nous les coupons complètement. » J'ai scié, le poids de ses paroles me frappant comme un coup de poing à la poitrine. Je m'attendais à une confrontation, peut-être à une conversation difficile sur la loyauté familiale, mais ça c'était quelque chose d'autre. Ils ont perdu de vue ce qui est important, a poursuivi ma grand-mère, sa voix devenant un peu plus forte, une lueur du feu dont je me souvenais de mon enfance. La famille, ce n'est pas le contrôle. Ce n'est pas l'argent ou le pouvoir. C'est la confiance, le respect et l'amour. Et ils ont brisé ça. Mon grand-père s'est penché en avant, faisant glisser la pile de chemises vers moi. Nous avons mis à jour nos testaments. Tout ce que nous avons à la maison, les actions de l'entreprise, les terrains, tout cela va à toi et à Ethan. J'ai regardé les chemises, mon pouls martelant dans mes oreilles. Ce n'était pas qu'un geste, c'était un changement complet dans la structure du pouvoir familial. Cela signifiait que mes parents, qui avaient bâti toute leur vie autour du contrôle de l'entreprise familiale, ne seraient laissés avec rien d'autre que leur fierté. J'ai ressenti un étrange mélange de soulagement et de culpabilité, du genre qui vous serre la poitrine et vous tord l'estomac. « Grand-père, vous êtes sûr ?» ai-je réussi à dire, ma voix sortant plus rauque que je ne l'avais prévu. « Ils sont quand même vos enfants. » Ses yeux se sont durcis, l'acier d'un homme qui avait bâti un empire à partir de rien, qui s'était frayé un chemin depuis le bas et n'avait jamais oublié ce que cela lui avait coûté. Ils ont cessé d'agir comme mes enfants le jour où ils se sont retournés contre toi. Je ne peux pas changer ce qu'ils sont devenus, mais je peux protéger ce que j'ai construit. Ethan s'est déplacé sur son siège, levant enfin les yeux. Je leur ai dit que ça allait arriver. Je les ai avertis de reculer, de respecter tes limites, mais ils n'ont pas écouté. Je me suis penché en arrière, passant une main dans mes cheveux, essayant de tout traiter.
C'était surréaliste, comme le dernier acte d'une pièce dans laquelle je n'avais pas réalisé que j'étais la vedette. Nous transférons également officiellement l'acte de cette maison à ton nom, a ajouté ma grand-mère, sa main se serrant autour de celle de mon grand-père. Elle est maintenant à toi. Elle l'a toujours été, dans nos cœurs. La pièce est tombée silencieuse, le seul son étant le léger tic-tac de la vieille horloge comtoise dans le coin, chaque seconde résonnant la lente et délibérée fermeture d'un long chapitre. Finalement, mon grand-père a poussé un long soupir las, ses épaules s'affaissant sur le canapé. Ne les laisse pas te ramener dans leur jeu, Jacques. Construis ta vie. Fais en la tienne. Je me suis levé, ressentant une étrange légèreté, comme si un poids que je n'avais même pas réalisé que je portais avait finalement été enlevé. Je les ai tous les deux serrés dans mes bras, leur corps fragile était encore étonnamment fort alors qu'ils me serraient fort. Alors que je retournais vers ma voiture, l'air froid de la nuit vive contre mon visage, j'ai ressenti quelque chose que je n'avais pas ressenti depuis des années, une vraie liberté. Celle qui ne vient pas seulement de la sécurité financière, mais de la rupture finale des chaînes de l'attente et de la culpabilité. J'ai pris une profonde inspiration, l'air hivernal remplissant mes poumons, et j'ai souri pour la première fois depuis longtemps. J'avais l'impression de pouvoir enfin respirer.